Nous étions dans le Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne le 12 juillet dernier. C'était un moment intense, des échanges et des débats autour des rencontres, les expositions, les projections et les ateliers pratiques. Nous avons rencontré une journaliste de nouveaux médias d'investigation, Splan, soutenue et financée par les citoyens en Bretagne. Comment ce nouveau média a pu se démarquer et trouver sa place en proposant un contenu et un modèle économique inédit. Voici la rencontre avec la journaliste d'investigation Julie Lalouët-Geoffroy du Splan et cet entretien a été réalisé ensemble avec une animatrice d'une autre radio locale qui s'appelle Espoir de Lot-et-Garonne. Bonjour, je m'appelle Julie Lalouët-Geoffroy et donc je suis membre de Splan ou Splan en français qui est un média d'investigation en Bretagne qui a été créé fin 2020. Alors Splan, ça s'écrit S-P-L-A-2-N. Point d'exclamation, ça veut dire clair, clairvoyant en breton. Alors Splan a été créé fin 2020 et en fait c'est un double mouvement, c'est un mouvement de défense de consoeurs qui ont été menacés dans le cadre de leur travail d'enquête et un mouvement aussi de contre-attaque, de réplique, de se dire qu'est-ce qu'on va faire et c'est comme ça qu'on a créé le média. Donc en fait c'est parti de deux journalistes, Inès Léraud qui est journaliste et connue pour son travail sur les algues vertes sous forme de BD et de films qui a subi de nombreuses pressions dans le cadre de son travail, mais aussi Morgane Large qui a subi des menaces et en l'occurrence qui s'est fait déboulonner ses roues de voiture. Et donc on a d'abord essayé d'être ensemble avec elle pour les soutenir et les défendre dans ces moments d'intimidation quand même très fortes. Et après ce mouvement de contre-attaque, de se dire on est plusieurs journalistes autour de la table, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire notre métier. Et donc on va faire des enquêtes au long cours, approfondir les sujets, tirer le fil au maximum et publier quand on sera prêt à publier. Et donc là depuis fin 2020, on a publié 9 enquêtes au long cours qui parlent beaucoup d'agroalimentaire mais pas que. Et il y a 4 enquêtes là en cours qui vont apparaître dans les 6 mois à venir, on va dire. Vous pouvez dire sur quoi les enquêtes ? Pas du tout. Les enquêtes à venir, non, je vous dirai pas sur quoi ça porte. Mais les enquêtes passées, on a pu aborder autant sur les questions agricoles, la pollution à l'ammoniac, qui en Bretagne vient vraiment beaucoup des questions agroalimentaires et de l'agro-industrie. Moi, par exemple, j'ai signé 2 enquêtes, une sur la méthanisation, donc c'est comment est-ce qu'on fait de la production de gaz à partir de déchets agricoles, mais aussi sur les SAFER et sur l'installation agricole, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux terres et aux fonciers agricoles. Mais là, par exemple, on élargit un petit peu. Il y a aussi une enquête qui a été faite sur les implants contraceptifs et donc là on est sur la santé des femmes, où on a fait encore une enquête sur les pollutions industrielles subies par les ouvriers des chantiers navals autour de Saint-Nazaire par exemple. Donc là on ouvre un petit peu nos thématiques aussi aux questions industrielles, santé et environnementales. Et comment vivent les médias d'investigation comme la vôtre ? Alors nous, on vit du financement des citoyens. C'est essentiellement les citoyens qui nous financent parce qu'on a fait le choix pour pouvoir être indépendant de ne pas recevoir d'argent des entreprises bretonnes. Évidemment, ce serait assez problématique. Pareil pour les collectivités locales. Donc là, l'argent que l'on perçoit vient des citoyens, des lecteurs. En moyenne, par mois, on touche 9 000 € de dons, donnés en moyenne par 350 personnes. Donc vous faites le calcul, ça fait en moyenne 26 € par personne. Mais ce sont évidemment des moyennes, donc ça dépend des mois, ça dépend des années. Et on est en forte progression par rapport à 2023, par exemple. Donc ça, c'est l'essentiel de notre financement, ce que je trouve assez hallucinant. Enfin, je trouve ça incroyable de toucher 9 000 € tous les mois pour un média breton d'investigation qui sort entre 3 et 4 enquêtes par an. Et une infolettre qui sort tous les mois. Mais c'est quand même, je trouve que ça veut vraiment dire qu'il y a un besoin, que finalement, en fait, ça répond à un besoin et que les gens soutiennent et veulent avoir cette information-là. Et on voit quand même qu'effectivement, nos enquêtes sont quand même très touffues, elles sont très documentées, elles sont en plusieurs parties, toutes les sources, les rapports sont publics. Et c'est vrai que les gens peuvent vraiment s'en servir et vraiment s'appuyer dessus pour travailler derrière. C'est vraiment un tremplin d'informations pour qu'après, les gens puissent se mobiliser de la manière qu'ils souhaitent, quoi. Et on voit que ça fonctionne et que les gens sont au rendez-vous. Et on voit que la version papier fonctionne aussi. Oui, la version papier, elle est assez récente, on la développe parce que c'est vrai que lire sur ordinateur, moi, mais je pense comme d'autres personnes, c'est compliqué, c'est laborieux de lire des textes longs sur ordinateur et on s'est dit qu'en fait, moi, personnellement, je préfère lire sur papier et je me suis dit que je ne devais pas être la seule et c'est comme ça qu'on a décidé d'imprimer en fait les enquêtes et pas les imprimer avec une jolie mise en page comme un petit livre et on publie en français et en breton. Donc c'est des livres où il y a un côté en français et l'autre côté qui est en breton. Et ça permet aussi par ce biais-là de faire vivre la langue et de faire vivre la langue dans des objets. En fait, moi par exemple, je ne parle pas breton, mais j'ai des livres en breton chez moi et par ce biais-là, je fais aussi vivre un patrimoine linguistique et culturel. Est-ce que vous n'avez pas de pression justement dans vos publications? Vous ne subissez pas de pression, vous n'avez pas peur de votre production et puis pour vos vies aussi?
On essaye justement de s'en prémunir. Après, dans les pressions, le champ des pressions est quand même très vaste. Ça va de quelqu'un qui peut être désagréable au téléphone, qui va vous menacer d'un procès, jusqu'à des intimidations physiques, comme a pu le subir Morgane Large. Donc après, on essaie justement de s'en prémunir. Donc pour ça, déjà, on se parle beaucoup entre collègues. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que dès qu'il se passe quelque chose, c'est hyper important de le dire. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte comment une pression en fait, a un impact sur la qualité du travail. C'est-à-dire qu'une personne qui au téléphone vous envoie un SMS à 22h pour vous insulter et vous dire qu'il va vous mettre un procès, après vous allez avoir du mal à l'appeler, vous allez avoir des réticences et en fait souvent le premier mouvement qu'on a c'est de se dire mais c'est ma faute, j'ai mal fait mon travail, en fait je suis pas un bon journaliste. Alors qu'en finalement, c'est pas forcément ça. Et le fait de tout de suite en parler avec quelqu'un, tout de suite la pression redescend, on se sent entouré, on repose les choses. Est-ce que le boulot il est fait correctement ? Est-ce qu'il n'est pas fait correctement ? Qu'est-ce qui peut être discuté ? Et du coup, on peut tout de suite avancer et faire mieux, quoi. Donc il y a vraiment ce petit truc de réussir à être entouré. Je pense que la clé pour faire face aux pressions de quelque nature que ce soit, c'est d'être entouré et de jamais rester seul. Et ça, je le vois même dans les enquêtes, quand je vais voir des gens. J'ai quand même rencontré, par exemple, dans le cadre d'une enquête sur l'installation agricole, beaucoup de gens qui ont subi beaucoup de choses et qui ne disent rien, qui font le dos rond en se disant je ne dis rien, ça va passer et c'est comme ça que je vais réussir à me débrouiller, ça ne marche pas. Et en fait, c'est des gens qui sont énormément en souffrance parce qu'ils ne sont jamais entendus, jamais écoutés et eux-mêmes ne disent jamais rien. Et je trouve ça assez saisissant et je me dis mais en fait pour tout le monde, je pense dans toute la vie, professionnelle et personnelle, ne rien dire, ça ne marche pas. Le silence, c'est vraiment c'est le lit de la violence, quoi. Donc il faut vraiment parler, être ensemble et être entouré et c'est comme ça justement qu'on arrive à mieux faire face à n'importe quelle forme de pression. Et alors vous avez travaillé avec vos partenaires ou même vous avez besoin de faire des enquêtes, vous avez besoin d'avocats, vous avez besoin d'aller sur le terrain, comment vous faites là ? En fait, assez classiquement, c'est-à-dire que quand on a envie d'écrire que ce lundi après-midi il faisait beau, on est capable de prouver que le bulletin de Météo France c'était bien correct. Tous les documents qu'on peut, on les met en ligne, on vérifie tout à plusieurs reprises. Donc par exemple, quand on a des témoignages anonymes, là on fait attention parce que quand on est lecteur, on peut se dire on met un faux prénom. Et la personne, elle peut dire n'importe quoi. Mon voisin, il m'a dit ceci, cela. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est ça qui est publié. Mais en fait, on a demandé à la personne vous dites que vous avez subi des pressions de votre voisin. Est-ce que, par exemple, vous en avez parlé à vos proches ? Est-ce que vous avez envoyé des SMS ? Parce qu'en fait, le fait de simplement dire il m'est arrivé un truc, il faut que je te raconte. Mon voisin, il m'a dit ceci, cela. En fait, ça permet de crédibiliser le propos. Sachant qu'on n'est pas policier, donc on n'est pas là pour avoir des preuves pour aller forcément en justice. Nous, notre but, c'est de consolider, de corroborer des témoignages. Donc on fait tout ce travail de vérification, de mise en contexte. Donc c'est comme ça qu'on fait pour vérifier les informations. Et après, une fois que c'est fait, on a réussi à tout écrire. Et là, on fait relire par les avocats qui généralement... Nous, en tant que journalistes, il y a des moments où on se prend un peu pour des écrivains, on a un peu envie de faire la littérature, et là, l'avocat, il nous passe derrière en disant « Vous êtes sûr ? Là, c'est pas sûr, il faut changer, etc. » Après, l'avocat ne nous donne qu'un conseil, on n'est pas obligé de suivre le conseil. Mais c'est des conseils en disant « Là, il peut y avoir une prise pour la diffamation, là, vous n'êtes pas assez précautionneux. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vérifié ça ?» Et donc ça, on le fait. Et c'est vraiment un travail d'équipe parce que toutes les enquêtes sont faites par 2 journalistes, plus 2 personnes qui encadrent. Et les 2 personnes qui encadrent, justement, quand on relit, il y a des enquêtes, c'était phrase par phrase où c'est oui, il fait beau, ok, est-ce que je peux prouver qu'il fait beau ? Et le rapport, ok, il est où, quelle page, etc., etc., etc. Et de tout vérifier, c'est extrêmement laborieux. Autant vous dire que la phase d'écriture et de vérification, c'est pas le meilleur moment en tant que journaliste. Mais par contre, c'est ce qui permet, quand c'est publié, quand on appuie sur envoyer sur Internet, bon, clairement, on est très stressé. En tout cas, moi, je suis très stressée. Mais de se dire, je suis quand même droite dans mes bottes, je sais que c'est carré, ça a été relu, vérifié et on est solide, quoi. Parce que, par exemple, sur une des enquêtes récentes que j'ai pu faire, on a donné des noms de gens qui ont énormément d'hectares en Bretagne, qui ont plus d'1 millier d'hectares. Et à l'échelle de la Bretagne, où il y a beaucoup d'élevage, c'est vraiment beaucoup en termes de surface. Et de publier les noms des gens, on s'est dit, effectivement, ça peut créer une réticence de publier les noms des gens. Donc on s'est dit, on veut vérifier, être sûr que tout est bien solide. Et donc tout est bien solide, vérifié par une avocate, et du coup on y va, quoi. Donc vous n'avez pas eu de retour négatif ou d'intimidation ? Non, pas forcément. Parce que dans la mesure où vous dites des noms, c'est quand même... ça vous implique, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que les personnes qui sont citées, alors qu'on a contacté, on publie des noms, mais on a contacté les personnes que l'on mentionne déjà pour les informer que il y a un article qui va vous citer qui sort dans quelques jours pour information. Et est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce que vous voulez confirmer ces informations-là ? Après, ils répondent pas. Donc là, par exemple, typiquement, on appelle 1 fois, 2 fois, on envoie des SMS, on envoie des mails. Enfin, vraiment, on relance. On laisse pas un appel en absence auquel on répond pas, quoi. On laisse vraiment le temps et on essaye d'insister en disant que voilà. Après,
ils décident de répondre ou de ne pas répondre. C'est leur décision et évidemment on ne peut pas forcer les gens à nous parler, quoi. Et votre futur, comment vous voyez le futur de votre média? On a vraiment envie de se développer à Splend. Là, il y a peu de temps, on avait une rédaction avec 2 salariés, plus les journalistes pigistes qui font les enquêtes. Là, on est en train de s'agrandir avec la rédaction passe à 4 personnes à la rentrée de septembre. Donc on est en train là comme ça de grandir, de se structurer. On essaie de développer d'autres canaux, donc toujours quand même d'enquêtes au long cours qu'on publie quand on est prêt à publier. Mais on essaie de développer, justement, on a parlé des livrets, donc des formats papier, des formats radio avec la version lue des enquêtes, mais aussi des podcasts, des formats à la vidéo plutôt pour les réseaux sociaux. Enfin, notre but, c'est de faire du journalisme d'impact, donc d'être lu, de pouvoir être lu par un maximum de personnes sur un maximum de canaux, d'où les médias partenaires, d'où là d'aller sur la télé, la radio. Donc c'est vraiment notre objectif d'être accessible à tous et à toutes. Et tous nos contenus sont gratuits, donc toutes nos enquêtes sont accessibles gratuitement. Et vous êtes combien dans l'équipe? Alors il y a des bénévoles et donc vous dites bientôt 4 salariés. Oui, c'est ça. Donc là, à partir de septembre, on va être 4 salariés, mais il y a quand même toute une équipe, en gros une trentaine de personnes, essentiellement des journalistes, qui parfois travaillent quand elles font des enquêtes, mais qu'il y a aussi une grosse structure vraiment de bénévoles qui œuvrent au quotidien, quoi, pour faire tourner Splend, donc nourrir l'infolettre. Et en fait, c'est toutes les informations en tant que journaliste qu'on peut avoir et qu'on ne peut pas diffuser dans les médias pour lesquels on travaille d'habitude, de se dire peut-être que ça va aller pour Splend. Voilà, donc c'est vraiment tout un réseau aussi d'entraide en fait, de journalistes bretons, quoi. Et vous avez un bureau concrètement Notre siège social est basé à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes plutôt optimiste, confiante on va dire? Ça dépend. Optimiste sur l'avenir de Splend, vu l'actualité agricole et environnementale en Bretagne, je pense que oui, je pense qu'on a pas mal de sujets d'enquête devant nous. Et oui, assez optimiste sur l'avenir de Splend aussi en tant que média, parce que quand je vois le nombre de dons de citoyens et des très bons retours qu'on a, hyper positifs, qu'on a, on se dit que déjà ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. On essaye de mesurer aussi l'impact qu'on a, à quoi ça sert nos enquêtes, est-ce que ça fait bouger des choses? Parce que moi quand j'ai une enquête qui sort, j'aimerais bien que le monde s'arrête de tourner. Donc ça ne marche pas, hein. Il n'y a pas un avant et un après, j'aimerais vraiment beaucoup, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, on voit quand même de savoir qu'elle est lue, qu'elle est utilisée. Je prends l'enquête sur l'installation agricole, sur l'accès aux terres agricoles, et donc comment est-ce qu'on fait pour s'installer. On a essayé de faire un grand schéma, un peu sur une forme de jeu de loi. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer la réglementation et toutes les petites carabistouilles pour quand même réussir à exploiter des terres. Et il y en a quand même pas mal. Et en fait, on sait maintenant que, parce qu'on nous l'a dit simplement, mais en fait que dans les centres de formation et tout ce qui est accompagnement à l'installation, que cette enquête, elle est hyper lue et que même des gens qui sont vraiment dans le secteur ont appris de nouvelles carabistouilles. Donc en fait, on se dit, ah ouais, il y a quand même... ça fait... Vraiment, ça fait du bien, c'est pas que ça fait plaisir, mais on sait que c'est lu par les personnes qui sont concernées et que ça crée des leviers pour pouvoir réussir à avancer, essayer de faire évoluer les rapports de force. Et j'espère justement, par exemple, sur tout ce qui est intimidation et violence que peuvent subir des agriculteurs, des agricultrices, de voir que des personnes témoignent et expliquent ce qu'ils vivent, se disent, moi aussi, c'est plus possible, on y va. Et c'est cette espèce d'effet domino auquel on essaye de participer. Et si je prends un autre exemple d'un collègue, Nicolas Legendre, qui a eu le prix Albert Londres, donc la plus grande distinction du journalisme francophone. Il a publié le livre Silence dans les champs, donc qui parle bien de ce silence dans les champs et qui parle beaucoup de ces pressions. Ça a déclenché de nombreux témoignages et voilà, on essaye de participer à cet effet boule de neige pour que les gens puissent parler et qu'on ait une société un peu plus saine. Et vous êtes jeune, là vous avez quelle formation? J'ai une formation de journaliste, donc moi je suis une journaliste 100% pur jus, dans le sens où j'ai fait une formation de journalisme et du coup je travaille depuis plus d'une dizaine d'années donc comme journaliste pigiste. Donc plutôt sur l'environnement, l'agriculture. À la base, j'étais dans la radio, à Radio France. Et au fur et à mesure, je suis allée dans différents médias jusqu'à arriver dans Splend et y être pas mal impliquée maintenant, quoi.